Vous le savez, on a des auditeurs qui adorent écrire. Antoine Bernier nous a pondu un roman qui est tout simplement fantastique. C'est Elliot, qui est un personnage qui retourne dans le passé en 1925 où il devra apprendre la vie rudimentaire de cette époque-là, mais également apprendre du passé, justement. Et vous pourrez retrouver plusieurs choses que vous aurez vues au fil des épisodes du trio économique au fil du temps. Même certains personnages vont vous faire penser à vos animateurs préférés. Ce livre-là est disponible sur Amazon avec Antoine Bernier à 22 $. Vous l'avez à l'écran, je vous l'affiche juste ici. Les leçons du passé, tome 1, le piège du confort. Je vous le suggère fortement, j'ai un malin plaisir à lire ça. Le livre d'Antoine est tout simplement excellent. Je vous le recommande fortement. Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Bienvenue tout le monde dans le trio économique qui est en duo cette semaine parce qu'on devait enregistrer hier, puis finalement, on ne pouvait pas enregistrer hier. Fait que là, Yann est pas là. Fait qu'on sait toujours pas il est où. C'est toujours ça qui est embêtant avec Yann, c'est qu'il y a des activités occultes. Et ça, écoute, on n'a pas plus d'infos là-dessus. Fait que vous pouvez spéculer dans les commentaires sur qu'est-ce que Yann est parti de faire. Ça va d'officialiser sa candidature pour la coalition de centre-droit du PQ à... Bon, tu vas me casser, mais... Je ne rentrerai pas là-dedans. Mais écoute, aujourd'hui, le sujet, ça part d'une question qu'une auditrice a envoyée sur Facebook. Donc, j'ai la question devant moi. L'auditrice écrit « Bonjour, je suis une nouvelle abonnée de votre balado que j'apprécie énormément depuis plus d'un an. Je vois un commentaire sur X venant du reste du Canada disant que les jeunes ont de la difficulté à se trouver un emploi, incluant un emploi d'été. Or, je n'entends pas la même chose ici. Je me demande si le taux de chômage pour les jeunes est différent ici. Et si oui, est-ce dû au fait que les politiques de protection de la langue, augmentation des frais de scolarité pour les étudiants non québécois et celles de port de signes religieux rend le Québec un peu moins attractif pour une portion de l'immigration? Avez-vous fait un podcast sur le sujet? Merci à l'avance de votre attention. » Fait que c'était pas dans le cadre d'un Q&A, c'est une question qui est arrivée de même, mais quand Joey l'a mis dans notre conversation, de dire on pourrait faire un podcast là-dessus sur le thème du chômage chez les jeunes, qui semble être un sujet qui revient une fois de temps en temps. Fait que, c'est ça, c'était un peu la mise en contexte, là. Ouais, écoute, j'avais trouvé que c'était intéressant, puis ça permettait de parler un peu de plein d'affaires qui sont sous-jacentes à la question du travail des jeunes, là, fondamentalement. Puis, préparer une couple de résumés de littérature parce qu'étrangement, c'est un domaine dans lequel j'ai une certaine connaissance parce que j'ai passé, ça touche indirectement à des choses que je travaille dessus. Donc, j'ai une sorte de familiarité avec la littérature. Mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est... Puis parce que tu emploies des enfants comme cheap labor dans ton sweatshop. Là. Ça, mais j'avoue que j'avais dit que j'en parlerais pas, mais... Écoute, mais ça, ils ont un nom. Hein, on les appelle des étudiants de doc. Exact. J'ai passé par là, comme toutes les phases de développement, il faut que tu passes par quelque part. Mais terrain de plaisanterie. Pour les gens, pour les imbéciles out there qui travaillent constamment à chercher des clips avec leurs recherchistes, c'était de l'humour noir, OK? C'était... Calmez-vous. C'est ça. Je vais juste commencer par les faits. Là. On va regarder, pour que les gens comprennent. Ce que je montre à l'écran, c'est pour le Canada dans son ensemble, ce qu'on appelle le taux de participation. Donc, c'est les gens qui ont un emploi ou qui cherchent activement un emploi,
puis je les exprime en pourcentage de leur population de référence. Donc ici, par exemple, si vous regardez à l'écran, il y a une ligne bleue qui dit le taux de participation des 15 à 24 ans. Ben, si ça dit 70, ça veut dire 70% des 15 à 24 ans sont engagés dans le marché du travail. Donc, soit qu'ils ont un emploi ou qu'ils en cherchent un. Puis tu vois que pour les hommes, ce chiffre-là a diminué modestement depuis les années 70-80. Il a diminué surtout dans les années 90 et il est resté plus ou moins stable depuis. Chez les femmes, il n'y a rien. Donc, chez les femmes, les 15 à 24 ans, c'est resté pas mal stable depuis les années 80. Il n'y a aucune tendance. C'est une ligne qui a des hauts et des bas, mais il n'y a pas de mouvement de long terme. Donc, bon an, mal an, environ 65% des femmes de 15 à 24 ans travaillent. Ouais. C'est à peu près la même proportion pour les hommes, mais pour les hommes, c'est plus bas que dans les années 70. Parce que la ligne jaune là, qu'on voit, là, parce qu'à droite, c'est les femmes, à gauche, c'est les hommes. La ligne jaune qu'on observe, c'est comme un peu ce qu'on voit vraiment, c'est l'entrée des femmes sur le marché du travail là, à partir des années 60-70. C'est vraiment ça qu'on voit. Puis le groupe des plus jeunes, ben, c'est ça, il y a la genre de diminution qu'on voit chez les gars. Y a-t-il une explication à ça? Ben, il y a plusieurs explications qui rentrent en jeu, qu'on pourra élaborer un peu dessus, mais c'est largement lié à l'éducation. Donc, c'est une question d'éducation puis des rendements sur l'éducation. Donc, il y a un effet, mais d'autres personnes vont souligner, par exemple, le rôle des jeux vidéo. Donc, les jeux vidéo ont l'air d'avoir peut-être un effet, je ne suis pas de 100% convaincu, mais il y a ça, et l'accessibilité aux drogues. Donc, ça a un certain effet. Dans ce graphique-là, j'aurais voulu... Peux-tu aussi que juste... c'est peut-être très marginal, le phénomène que je vais décrire, là. Mais ça se peut-tu qu'il y ait beaucoup plus de gars qui sont dans tout ce qui génère des revenus, mais non salariés, là, tu sais, genre le gars qui mine du Bitcoin, qui fait du trading, des affaires mais ça a vraiment l'air d'être un truc plus typiquement masculin que féminin, cette affaire-là. Qu'on voit dans les dernières années. Là. En tout cas, moi, tous ceux que je connais qui font ça, c'est tous des gars. Là. Je dis pas qu'il n'y a pas de filles. Si vous êtes une fille, faites ça, tant mieux, là, mais je remarque que c'est un secteur masculin. Il y a ça, mais il y a aussi... peut-être que ça joue un peu. Je pense pas que ça joue pour beaucoup, par contre. Mais peut-être qu'il y a des... En gros, ce que tu décrirais, c'est qu'il y a des nouveaux types de métiers que Statistique Canada cerne mal dans les enquêtes qu'elle envoie, parce qu'il y a une enquête qui est envoyée, j'oublie le nom exact, mais j'ai l'acronyme en tête, SEPH. Il y a LFS aussi. Je ne sais pas s'ils sont capables de tout mesurer, mais même si, mettons, c'est vraiment un problème qu'ils ont, je ne pense pas que ça peut compter pour beaucoup. Donc, je ne me prononce pas sur si vraiment ils sont capables de tenir compte de ce que tu dis, mais s'ils n'en sont pas capables, c'est probablement pas un big deal. C'est mon intuition. Fait que, conclusion de ce graphique-là, des données préliminaires, c'est qu'il y a une petite baisse chez les hommes. Chez les femmes, c'est plutôt une légère augmentation qu'il y a eu là, depuis des années 70, mais depuis genre début 2000, fin 90, c'est assez stable. Fait que si les données montrent, c'est qu'en fait, c'est pas tant un enjeu que ça, de ce que je comprends. Non, c'est ça. Il n'y a pas vraiment une baisse du taux d'emploi chez les 15 à 25 ans, autre que chez les hommes. Et puis, il faut souligner que chez les femmes, par exemple, le taux d'emploi chez les 25 à 54, lui, il a augmenté. Il est passé du bas 50 à près de 85 %. Donc, il y a une grosse augmentation de la participation des femmes sur le marché du travail pour des raisons assez évidentes. L'arrivée de la pilule contraceptive, les droits de propriété dans le mariage qui sont devenus plus importants, l'éducation accrue des femmes qu'il y a eu. Donc, plusieurs facteurs qui jouent ensemble dans la même direction, de telle sorte qu'il y a de plus en plus de femmes qui participent au marché du travail dans les âges prime. Puis aussi, il faut souligner que chez les vieux, le taux d'emploi augmente. Donc, chez les
les femmes plus vieilles, ça a commencé à augmenter autour des années 2000. Même chose chez les hommes plus vieux, mais chez les hommes plus vieux, ça avait baissé un peu avant. Donc, le portrait général est là. Mais ça fait le tour juste des faits, là, juste de pas entrer dans l'interprétation. Mais en même temps, une fois que ça c'est dit, la question de l'auditrice me dit, peut-être c'est le temps d'expliquer aux gens c'est quoi qu'une jeune personne doit considérer lorsqu'elle... Puis là, je mets un graphique à l'écran, puis il y a des gens qui vont capoter, surtout quelqu'un avec les cheveux gommés. Comment tu avais décrit ça, là? Les cheveux en plastique. Les cheveux en plastique. Surtout quelqu'un avec les cheveux en plastique. Il va revenir en passant dans l'épisode. Il y a une slide, il y a une slide juste pour lui. Mais en gros, ce qui est ici, c'est que ça montre un peu le choix d'une personne. Fait que là, ici, ce que tu as, c'est l'âge d'une personne sur l'axe des X. Fait que tu t'imagines que si tu es une jeune personne, à 18 ans, tu as un choix. Soit tu te mets à travailler maintenant, mais tu ne vas pas à l'école plus longtemps. Mais là, tu gagnes un revenu immédiat qui n'est pas de zéro. Puis il augmente un petit peu avec l'expérience que tu as, parce que l'expérience vaut quelque chose, que tu as appris sur la job, tu as des work skills, comme on dit. Puis c'est pas des choses qui sont nécessairement écrites dans des manuels, mais tu as appris quelque chose qui... comment se parler avec les clients, comment se comporter au travail, c'est quoi une éthique de travail, des choses qui ont une valeur en soi. Donc, au fur et à mesure que ton âge avance, tu gagnes un petit peu plus de revenus. Ça, c'est le premier choix que tu as, c'est qu'en gros, tu as une grosse augmentation de revenus dès que tu te mets à commencer à travailler, mais l'augmentation, on va la comparer après ça à si tu décides de poursuivre tes études, ben, elle n'est pas aussi importante. Puis la raison, c'est que la personne qui a l'autre choix qui est disponible à une personne, c'est est-ce que je vais à l'école plus longtemps? Si je vais à l'école plus longtemps, ben, il faut que je paye un coût. Le coût, il y a 2 composantes. Il faut que je paye de l'argent à l'école. Right? Il faut que je paye des frais de scolarité. Mais je sacrifie aussi 4 ans de revenus ou 3 ans. Ou si tu vas au cégep de l'UQAM, plus le cégep Édouard-Montpetit, peut-être 12 ans. Me permet une petite placoterie à l'égard de gens qui traînent très longtemps à l'école. Mais tu perds des revenus pendant plusieurs années, donc tu as un coût d'opportunité d'aller à l'école. Mais une fois que tu diplômes, tu as un gros jump de revenus et ton revenu augmente un petit peu plus vite avec l'expérience parce que là, ton expérience se combine à ton capital humain. Et là, tu as un gain de revenus relativement à l'alternative. Et plus tu es capable de vivre longtemps après ton éducation, plus ce rendement-là, dans le cumulatif, devient important. Donc ça, c'est le choix des gens. Puis le graphique a un peu peut-être intimide les gens, mais ce que ça veut dire au final, c'est que tu as 2 choses à considérer. C'est quoi le coût d'aller d'aller à l'école? Donc, combien d'années de revenus tu perds? Donc, en allant à l'école. Et c'est quoi les bénéfices d'aller à l'école? C'est juste ça que ça veut dire. Là, c'est des moyennes en passant, là, parce que on est au courant qu'il y a des gens qui font 3 ans en archéologie, puis après, ils travaillent au maxi. Là. Je veux dire, c'est où tu t'étudies dans un domaine, puis ça marche juste jamais. Puis, je le dis avec un peu de moquerie, c'est mon cas personnel. Là. Je le sais ce que c'est. Tu fais des diplômes, tu es comme, ouais, OK, ça c'est pas exactement où ce que je pensais. Là. Fait que, tu peux avoir, en fait, tu peux avoir le pire il y a des cas de figure où le monde a le pire des 2 mondes. Là. Ils ont perdu les revenus qu'ils auraient gagnés à travailler plus jeune, puis en plus, ils ont la formation qu'ils ont eue leur permet pas de grimper, d'avoir le truc. Mais disons qu'en général, ouais, c'est à peu près de même que ça se présente. Oui, c'est l'attente générale. Là, c'est pas. C'est sûr que des fois, il y a des choses que tu t'attends pas. Il y a une dose d'aléatoire. Ça arrive. Ça ne veut pas dire que c'est pas déterministe. Là. Vois-le plus comme probabiliste. C'est ça. Mais il y a plein de cas de figure que des gens vont penser. C'est pour ça que je le précise. Parce que il y a des gens, mettons, qui faisaient des cours au cégep en foresterie, mettons, puis là, ils tombent dans un contexte, ils sortent du cégep, puis toutes les usines de pâte et papier ferment dans leur région. Ben, ça se peut que tu aies fait des études, puis tu n'aies pas de gain au bout de ça. Là, c'est un cas de figure possible, mais on comprend l'idée générale que c'est quelqu'un qui rentre pas sur le marché du travail puis étudie pour devenir dentiste, mettons, ben là, perd, je sais pas, 5-6 années
de revenus qu'il aurait pu avoir en ayant un travail XY, mais là, quand il sort de l'université, il devient dentiste dans une clinique, ben, il y a des revenus beaucoup plus élevés que si, en tout cas, Non, non, toutes choses étant égales par ailleurs, parce qu'il aurait pu aussi trouver une job super payante, mais on s'entend qu'en général, il va avoir plus des plus hauts revenus que s'il avait juste continué sa job qu'il avait au secondaire ou comme job étudiant. Écoute, comme dirait Yann, à toute fin pratique. Exact. Exactement. Donc, à toute fin pratique, tu peux t'attendre à ce que si tu vis particulièrement longtemps, tu vas avoir des bénéfices supérieurs à si tu as décidé de quitter l'école plus tôt. Donc, ça te donne une bonne idée de comment comment penser à la décision qu'un jeune doit considérer. Donc, tous les bénéfices de travailler, d'aller à l'école plus longtemps et tous les coûts d'aller à l'école. Donc, tu mets un contre l'autre et les gens font cette considération-là. Si tu peux t'attendre à vivre jusqu'à 80 ans et travailler jusqu'à 80 ans, bien, le bénéfice d'aller à l'école est particulièrement intéressant. Par contre, si le travail que tu fais te tue à l'âge de 40 ans parce que c'était trop demandant physiquement, bien, ça change les coûts. Donc, tu sais, il y a plusieurs manières de l'interpréter, mais ça revient généralement à coût-bénéfice. Je sais que c'est dur pour certaines personnes de comprendre ça, mais tu peux le résumer comme ça. Puis c'est là que, ben, comment est-ce qu'on pourrait penser un peu à qu'est-ce que j'ai montré au début, comment est-ce que les gens vivent le changement en éducation? Ben, le problème, c'est que la manière que je l'ai montré dans le graphique, c'est que c'est pas 100% réaliste. Ça dit que tu as un choix de faire un ou l'autre. Ouais. Mais ça, c'est pas vraiment le vrai choix. Les gens peuvent travailler un peu pendant qu'ils sont à l'école. Right? Fait que, tu peux avoir ou même beaucoup dans certains cas. Exactement. La question, c'est jusqu'à quelle marge? Fait que si, mettons, je travaille en même temps que je suis à l'université. Moi, je le faisais, je travaillais pendant que j'étais à l'université. Est-ce que ça réduit mes chances de diplomation? Donc, j'ai besoin ça réduit la chance d'avoir mon diplôme, donc d'avoir tous les bénéfices qui viennent à pouvoir dire que, regarde, j'ai un diplôme, j'ai une accréditation. Donc, il y a un mélange des deux. Donc, ce n'est pas un choix catégorique, c'est un choix avec un spectre. Fait que tu peux choisir entre un petit peu de travail et un petit peu et beaucoup d'éducation, ou peu d'éducation, mais plus de travail. Puis, ça dépend de comment ça affecte tes chances de diplômer. Puis, tu veux avoir un certain mix. La raison, c'est que l'expérience, elle complémente le capital humain. Donc, l'expérience et l'éducation vont ensemble. Puis aussi, ça minimise un peu les risques d'échec. Parce que si tu ne réussis pas à compléter ton diplôme, au moins, tu vas avoir accumulé un peu d'expérience pendant ce temps-là. Donc, tu minimises un peu la pénalité. Si tu l'as pas, si c'était juste parce que l'étude en soi, tu n'étais juste pas faite pour ça, donc tu vas étudier en mathématiques, tu passes un an à faire ça, mais tu travailles un peu en même temps. Mais même si tu avais étudié, tu avais travaillé zéro, tu aurais quand même échoué, ben, ça te permet au moins de récupérer un peu de la valeur de l'expérience à travers ça. Donc, tu minimises ton coût. Donc, c'est ça. Tu minimises la dette, par exemple, que ça peut te créer en allant à l'école. Là, puis... Exactement. Donc, ça minimise économiquement le poids de ta dette. Mais c'est là qu'après ça, bon, là, je mets 3 articles que moi, j'aime énormément dans cette littérature-là. Les 3 articles disent à peu près la même chose, puis ils posent la question. Puis là, ça vient à l'aspect de à quel point les gens veulent investir en éducation pour commencer. Puis la raison que tu veux poser la question si tu veux investir en éducation, c'est qu'il faut qu'il y ait un rendement. Il faut que tu fasses un revenu additionnel. Fine, il y a des gens qui aiment ça étudier pour étudier, puis tu auras toujours des gens riches qui envoient leurs enfants à l'école pour le prestige ou quelque chose comme ça. Mais pour la vaste majorité des gens, le but d'aller à l'école, c'est d'augmenter ton revenu. Okay? Donc, de pouvoir améliorer ton sort. Et donc, il faut que tu penses pas juste au taux de rendement, mais au taux de rendement net. C'est-à-dire que si je pour faire un effort d'aller à l'école puis que ça me permet disons, de devenir ingénieur nucléaire, bien, c'est quoi le rendement sur ingénieur nucléaire? Le marché pourrait me payer un certain montant, mais le marché pourrait me payer un certain montant après qu'il faut que je tienne en compte qu'est-ce que l'impôt me charge.
le problème de tenir compte du rôle de l'impôt, c'est que l'effet peut être genre asymétrique si les gens ont une aversion au risque. Donc, si, mettons, tu dis, il y a une chance que j'échoue le diplôme. Donc, j'ai passé 2 ans à étudier, puis c'était juste pas pour moi. C'était juste pas fait pour moi. Donc, il y a un risque naturel avec ça. Bien, si les gens ont cette aversion à échouer, l'effet des taxes peut être plus large que si la personne était neutre face au risque. L'effet est tellement plus large même qu'elle refuse de commencer à étudier. Donc, la taxe peut comme avoir un effet disproportionné. Et ce que ces articles-là montrent, c'est que dès que les gens ont une certaine aversion au risque, la taxe, l'impôt sur le revenu, a un effet massivement dépressif sur la décision d'étudier. Donc ça veut dire que tu vas avoir plus de gens qui vont quitter le marché du travail, qui vont entrer sur le marché du travail plus tôt. Tu vas voir un taux d'emploi plus élevé chez les jeunes de 15 à 24 ans parce qu'ils ne vont juste pas aller à l'école. Donc là, tu verrais, regarde, le taux d'emploi des 15 à 24 ans a augmenté. Oui, mais peut-être que c'est une mauvaise chose parce que ce que ça veut dire, c'est que quand ils vont être employés après 15 à 24 ans, ils n'auront pas les mêmes revenus qu'ils avaient avant. Donc, et c'est ça, c'est une des choses que peu de gens comprennent. Dès que tu as une aversion au risque, l'impôt sur le revenu décourage, déprime la demande d'éducation massivement, particulièrement chez les jeunes qui ont cette aversion au risque qui est présente. Mais mettons qu'on prend un exemple, là, comment ça pourrait se manifester là, pour les autres. Je ne suis pas sûr que c'est tout le monde qui a suivi le propos. Là. Si tu vas étudier, si tu considères étudier dans un domaine X, prenons l'ingénierie, justement, c'est l'exemple que tu donnais tantôt. Là. Mettons ingénieur logiciel. Okay. Ben, tu t'en vas étudier là-dedans. Le fait de savoir qu'il y a un haut taux d'imposition relié à ton revenu futur, corrélé au risque d'échouer le cours ou pas, peut te désinciter à poursuivre ces études-là? C'est ça que tu expliques? Exactement. Puis en fait, imagine-le un peu comme ça. Tu es une jeune personne. Tu regardes aller à l'école. Le coût que tu vas devoir payer, c'est le revenu que tu n'auras pas dans les autres jobs, de un. Puis de deux, il faut que tu payes les frais de scolarité. Ça, tu le payes maintenant. OK? Ouais. Là, quand tu vas recevoir ton payoff, quand tu vas avoir commencé à travailler, ben, tu vas avoir un rendement que tu dois prendre le rendement net d'impôt. Mais là, la question, c'est que tu as le rendement net d'impôt fois la probabilité que tu réussisses à finir. Fait que plus la probabilité que, si, mettons, cette probabilité-là, pour toi, c'est vraiment genre 1% de chance que tu ne réussis pas, c'est hyper déprimant pour toi. Ça te fait tellement peur que tu ne veux pas vraiment aller de l'avant avec le programme. Mais si, mettons, je te disais, ben, je vais te taxer 0 si tu réussis, ben, peut-être que ce 1%-là est beaucoup moins important maintenant. Ouais, je comprends. L'idée, c'est que la personne a tellement peur de l'échec que si tu réduis juste un peu le rendement, ça a un gros effet déterrant sur la décision d'étudier ou non. Donc, la personne va se priver d'étudier ou va étudier dans un domaine inférieur qui a moins de rendement pour ses capacités naturelles. Et donc, elle fait des sous-investissements relativement à ce qu'elle serait capable de faire de manière innée, si tu veux. Là. Donc, c'est ça la manière de voir l'aversion au risque, parce que tu as tellement peur de faire le paiement maintenant et tu as réduit un rendement dans l'avenir qui n'est pas certain de se concrétiser. Et donc, la personne préfère ne pas prendre le risque dans ce cas-là. Et le taux d'impôt a un gros effet négatif. Donc, si tu vas dans la littérature, tu trouves que empirique, dès qu'ils s'essaient de faire des tests, il y a même un des papiers que j'ai vu récemment qui disait que le taux optimal de taxation sur le capital humain devrait être proche de 0, genre. Fait qu'autrement dit, ça revient un peu à la fameuse phrase de Bastia, là, quand il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on voit pas. Là. Ben, ce qu'on voit pas, ce qu'on voit, ça pourrait être de dire, bah, regarde, les chiffres justement du chômage chez les jeunes sont bons parce que les jeunes travaillent beaucoup, tout ça. Puis toi, tu te dis, ben, attention, ça pourrait aussi indiquer autre chose, là, ces chiffres-là. Là. Ça pourrait indiquer que justement, on est dans un système ou dans un contexte où les jeunes sont désincités à prendre le risque d'aller chercher des connaissances puis des skills dans le système d'éducation parce qu'ils sont
à quelque part, ils ne veulent pas prendre le risque de faire ce diplôme-là, puis après ça, d'être soit surimposé ou, mettons, de ne pas se placer dans ce domaine-là, puis d'avoir perdu leur temps, mettons. Exactement, exactement. T'as mis le doigt dessus. C'est mieux dit que comment moi je le disais. Mais c'est... Il y en a un autre. tu vois où J'aime ça quand tu roules des yeux parallèles de même. Oui, j'étais plus jeune sur cette photo-là, mais ça n'a pas de l'air. Écoute, c'est sûr qu'il y en a un autre aussi qui a un effet, puis c'était contre-intuitif, c'est que le salaire minimum augmente le décrochage scolaire parce qu'il augmente le rendement immédiat de ne pas aller à l'école. Donc, il y a des gens qui se mettent à la marge à changer entre étudier et pas étudier. Et à l'époque, j'avais expliqué une étude, celle qui est à droite, c'est une étude de Claude Montmarquette, qui est sortie dans un des top journaux de la profession, puis qui explique que le salaire minimum a un effet massif sur la probabilité de décrocher. Il disait qu'une augmentation de 10 du salaire minimum augmentait de 38 les chances de décrochage, en gros. Puis c'était plus gros dans certaines sous-populations. Donc, c'est un big deal. Puis Olivier Niquet avait ri de moi en ondes parce que j'avais dit ça. Puis je l'avais dit un peu de manière boiteuse, mais il avait décidé de rire de moi, malgré le fait que je pense que son intelligence ne lui permet pas de comprendre. Mais pourtant, ça me paraît assez évident. Là, faites l'exercice mental. Là. Imaginez, vous avez 17 ans, vous rentrez au cégep, là, ben, vous commencez à faire un pré-universitaire, vous dites, je m'en vais à l'université. Ben, si vous savez que le salaire minimum, c'est, on va dire, 22 piastres de l'heure, puis que le taux moyen, le salaire de votre formation de 3 ou 4 ans que vous en allez faire, c'est 26, 27 piastres de l'heure dans ces eaux-là, pourquoi est-ce que tu ferais le... Parce que là, même le calcul de faire les études devient presque irrationnel. Là. Parce qu'avant d'avoir récupéré ton 4 ans ou 6 ans, mettons, dans le pré-universitaire, bac de 3 ans, mettons, avant de récupérer 5 à 6 ans de salaire, avec cet écart-là entre le salaire et le salaire minimum, mais c'est quasiment... Dans le fond, on te dit quasiment va juste travailler parce que, dans le fond, ça ne vaut pas la peine là, économiquement de faire ces études-là. Exactement. Puis en plus, tu peux t'imaginer que ceux qui décrochent à cause du salaire minimum, c'est probablement ceux qui étaient genre à la marge, entre peut-être qu'il y a une valeur d'aller à l'école plus longtemps parce que tu gagnes, disons, tu passes d'un salaire que tu pourrais t'attendre de 15 de l'heure à 26 de l'heure. Ben, au lieu d'avoir le 26 de l'heure, ben, le salaire minimum maintenant est un jump de, disons, on passe de 10 à 20 ben, pour 6 de plus, est-ce que vraiment ça vaut la peine d'aller à l'école pendant 4 ans? C'est le mieux que je peux m'attendre pour la baseline de talent que j'ai ou de capacité que j'ai. Donc, j'imagine qu'il y a un niveau inné de capacité. Ben, tes capacités te permettent, si tu vas à l'école, de caper à 26, ben, un gap de 10, peut-être tu le fais, mais un gap de 6 piastres, je ne suis pas autant intéressé. En fait, c'était le problème que les régimes socialistes avaient, le fait d'avoir une rémunération quasi universelle pour tout le monde. Tout le monde gagne le même salaire. C'est qu'à un moment donné, pourquoi la personne qui passe le balai dans l'école, si elle est payée le même salaire que le directeur, pourquoi elle voudrait être directeur avec toutes les responsabilités, toute la merde qui vient? Il n'y a aucune raison. Là, tu dis, mais c'est les gens, ils font ce qu'ils veulent par... Ouais, mais l'humain... Non, à un moment donné, tu vas être payé. Puis ça, même les régimes socialistes, ils le savent. Là, je parlais à quelqu'un à un moment donné qu'il y avait de la famille à Cuba, puis il disait que, mettons, tu as certains métiers où là, le gouvernement essaye par des moyens détournés pour pas entraver le principe, mais mettons, ils vont te donner un accès à des terrains mieux situés pour une maison dans un meilleur quartier. Ils vont te faire passer en avant sur des listes là, d'attente pour avoir accès à certains biens. Fait que, ils savent eux-mêmes que leur principe ne fonctionne pas parce qu'ils essaient de le détourner par de la rémunération comme non monétaire, mettons, on va dire. Là. Mais au final, c'est la même chose. Là. C'est que tu comprends le même principe. C'est que, OK, quelqu'un se dit, moi, mais j'ai aucun intérêt pécunier à devenir directeur de l'école. Je paye le même salaire que le concierge. Ouais, mais pense-y, tu vas peut-être avoir une plus belle automobile que le gouvernement va te fournir. Tu vas avoir un plus bel appartement. Ouais. Tu vas être dans un quartier plus sécuritaire. Ah ouais, OK. Mais c'est la stricte même chose que de donner un meilleur salaire. Oui, mais une autre chose en passant que les gens faisaient dans les régimes communistes qui n'est pas mentionné, c'était que les salaires, un des avantages des postes de pouvoir, c'était que tu avais contrôle sur certaines ressources et après ça, tu pouvais les écouler sur le marché noir. C'était reconnu par le régime.
En fait, il y a même un article d'un collègue ici qui s'appelle Soviet Penalties, puis qui dit que voici le plus grand profit que les membres du régime font, c'est qu'avec le contrôle des ressources, ils peuvent les vendre sur le marché noir à des surprimes. Ouais. Mais pourquoi il y a. Tu sais, j'ai de la misère. J'essaie souvent de faire l'exercice de me mettre dans l'esprit des autres. Là, et j'essaie de comprendre pourquoi il y a autant de gens qui ne semblent pas comprendre ou refusent de voir que l'être humain répond à des incitations. Oh, Sérieusement, je comprends que ces gens-là voudraient. Ils voudraient que l'être humain soit un pur être de passion et de bonté qui, ah ben non, je suis allé dans moi, ce j'ai la position domaine-là parce que. parfaitement contraire à toi. Là. Je pense pas que c'est ça qu'ils veulent. Je pense que ceux qui disent ça, que les gens répondent aux incitations, ils veulent, c'est des gens qui ont une pulsion de déterminer la vie des gens. Parce qu'avec ça, tu viens avec l'idée que tu peux construire un être humain, qu'il est malléable et que tu peux le changer et le façonner à ta forme. C'est ça que ces gens-là, généralement, ils disent. Quand tu parles des incitations, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a certaines choses qui pourraient être en dehors du contrôle et de la capacité de comprendre de celui qui fait les plans pour les autres. Ouais, non, je comprends, mais Moi, ce que eux ont l'air de penser, là, ou c'est peut-être de l'hypocrisie, c'est que, tu sais, par c'est de exemple, l'hypocrisie. mettons, quand on parle du salaire dans les sports professionnels, là, ils vont prendre ce genre d'exemple-là, ils vont dire, franchement, il n'y a personne sur la Terre qui mérite d'être payé 4 millions pour mettre des rondelles dans des buts. En tant que joueur professionnel. Puis là, tu te dis, ouais, mais est-ce que tu comprends que si cet emploi-là est payé 72 000 par année, il n'y a pas personne qui va choisir une espèce de vie d'asset où tu t'entraînes à longueur de journée, que tu passes ta vie dans des autobus puis des avions pour ce salaire-là, Plus avec des blessures graves possibles. plus des blessures, des commotions cérébrales, des invalidités. C'est des gens qui, à 40 ans, ont déjà des graves problèmes de santé pour plusieurs. Là. Cognitifs dans le cas des commotions cérébrales, puis physiques, tu as 38 ans, tu as déjà une hanche de remplacer, puis une prothèse au genou. C'est ça la vie des sportifs. Tu comprends que si tu es payé 72 000 ou 120 000, personne ne va choisir cette. Mais ça, on dirait qu'ils ne le comprennent pas. Ils ont l'air à penser que non, par passion du sport, des gens le feraient. Ouais, quelques cas isolés. Mais dans le fond, tu produirais très rapidement un sport de qualité inférieure parce que plus personne n'aurait l'appel c'est plate, mais c'est ça. Tu as l'appel du fait d'améliorer ta vie par la rémunération que t'apporte du sport de très haut niveau. Là. Je ne comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas ça. Moi, je pense toi, tu es trop de bonne foi là-dessus. Moi, je pense que la plupart des gens. Tu penses qu'ils comprennent, c'est juste que c'est. Moi, je pense qu'il y a énormément d'hypocrisie parce que soit c'est de l'hypocrisie sous-consciente parce que souvent, eux-mêmes vont dire pourquoi je fais ça pour ce salaire-là? Ils vont le dire dans d'autres sujets, ce qui veut dire qu'ils sont absolument hypocrites. Soit qu'ils le savent, ou bien c'est quelque chose qui ne remarque pas l'incohérence qu'ils ont, ce qui est tout à fait possible. Mais ces gens-là sont tout à fait conscients de ça. Et je pense que généralement, quand ils donnent cette réponse-là, c'est parce qu'ils veulent du contrôle sur la vie des gens. Fait que moi, quand j'entends du monde dire, les riches, ils resteront ici. OK, c'est parce que ce que tu veux, c'est qu'ils soient pliables. Tu veux juste ça. Pour moi, ça dénote une impulsion de contrôle qui se masque avec des beaux termes. Non, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Écoute, j'ai une meilleure preuve en plus de ça. En gros, là, il y a quelques pays dans le monde pour le salaire minimum là, qui font quelque chose de vraiment cool. Ils ont un salaire minimum différent par groupe d'âge. Par exemple, genre le Danemark, ils ont un salaire minimum qui, je pense, qui est inférieur pour les bas de 18 ans, mais dès que tu arrives à 18 ans, ton salaire minimum augmente. Donc, si tu es particulièrement jeune, il y a un effet. Donc, il y a comme un effet différencié. Et ce qu'ils trouvent, c'est que il y a un changement dans le taux d'emploi, le nombre d'heures travaillées, la seconde que tu traverses le groupe d'âge. Ce que tu ne devrais pas trouver normalement si c'était quelque chose de naturel. Si c'était naturel, que tu aies 18 ans plus un jour ou 18 ans moins un jour, ça ne devrait rien changer, right? Eux, ils trouvent que oui, effectivement, le taux d'emploi change dès que tu traverses la ligne de plus un ou moins un jour de ton 18 ans. D'autres pays ne trouvent pas d'effet. Donc, celui d'en haut, c'est le Danemark, mais l'autre d'en bas, c'est l'Australie.
la raison que tu peux ne pas trouver d'effet, il y a des gens qui disent ah, regarde, c'est la preuve que tu as tort. Non, ça peut juste vouloir dire aussi que les rendements sur l'éducation sont tellement importants que cette hausse de salaire minimum ou de taux de salaire minimum avait juste pas de mordant. Fait que, c'est comme quand Ouais, je c'est dis ça. pas de mordant, c'est comme quand les gens ont dit en Alberta, le salaire minimum était passé de 8 à 9 puis il n'y a pas eu de baisse d'emploi. Ben oui, mais Chris, le salaire moyen dans un Tim Hortons, c'était 17 piastres de l'heure. Fait que, salaire minimum, il n'y avait pas de mordant. C'est sûr que si tu l'augmentes, il n'y aura pas d'effet d'emploi dans un cas comme ça. Si par contre, le salaire moyen dans un Tim Hortons, c'est 8 piastres de l'heure, puis tu fais passer le salaire minimum à 9 piastres, tu vas en trouver des effets sur Ouais, si tu mets le prix plancher sur l'essence à 50 cents, il y a très peu de chances que ça influence. Si tu le mets à 2 piastres et 50, ça va avoir un effet. Exactement. C'est-à-dire que on dit non-binding en anglais, mais moi, je préfère dire ça n'a pas de mordant, it doesn't bite. C'est-à-dire que c'est une loi qui est sur papier, mais de facto, tout le monde s'en calisse parce que la réalité économique a passé au-delà de la loi. Donc, ici en Australie, il n'y a pas l'air d'avoir d'effet important avec le changement de salaire minimum qui est pour les plus jeunes, différent que pour les plus vieux. Est-ce que l'objectif de ces pays-là, c'était De combattre officiellement le de combattre le décrochage scolaire? OK. Exactement. C'est une des grosses motivations pour ça. Est-ce que je me trompe ou ça a déjà été évoqué, ce sujet-là, au Québec? Parce que si tu me parles de ça, oui, j'ai souvenir que quelqu'un ait déjà parlé de ça. Je connais même la personne qui l'a fait, c'était moi. OK. Plusieurs fois avec l'Institut économique de Montréal. OK, mais genre, il y a vraiment, vraiment longtemps. Genre, ça se peut-tu, là? J'ai comme un souvenir de genre avoir entendu parler de ça il y a comme 15 ans. Ben, Pierre Fortin de l'UQAM en parlait. OK, c'était peut-être lui. Parce que mon souvenir, il est vieux. Comme Radio-Canada aime répéter tout ce que Pierre Fortin dit, ce qui est une amélioration relativement à ce que Radio-Canada fait en général, là, parce que j'ai commencé à me frapper d'amitié avec Fortin. Il a tort sur certains sujets, mais c'est quand même. Les conversations avec lui sont intéressantes. C'est quand même une amélioration pour Radcan de le citer lui. Ben, lui, il parlait beaucoup de c'est quoi le salaire minimum qui est trop élevé et dans le processus, il mentionnait ça. Ça, puis Claude Bonmarquette aussi, qui était un des signataires on se ramène en arrière, mais du manifeste du Québec lucide. Lui, il en parlait beaucoup de ça. Fait que, tu sais, ça, par contre, la manière de le voir, là, on revient au cadre que j'avais donné au début, c'est que le salaire minimum réduit les coûts, étrangement, augmente les coûs, excuse-moi. Plus un salaire minimum est élevé, plus il augmente les coûts d'aller à l'école plus longtemps. Oui, puis il réduit les coûts du décrochage, si tu le dis de l'autre sens. Là. Exactement, c'est ça. Ça réduit les coûts du décrochage, merci. Ouais. Donc, ça, c'est une autre des manières que tu peux essayer de penser au travail des jeunes. Mais là, une autre chose aussi, c'est c'est quoi les choses que les États peuvent faire? Là, il y a plein de gens que tu vas trouver qui parlent de ce qu'on appelle les programmes d'emploi été. Tu en as plein au Canada. Tu as notamment eu des petits scandales avec le gouvernement Trudeau dans le temps. Là. Les gens oublient ça, mais j'oublie les détails du scandale, mais il y en avait un. Mais tu avais aussi le Conseil d'unité canadienne qui faisait les programmes d'immersion des jeunes anglophones qui viennent au Québec, mais qui avaient un petit emploi à côté en même temps pour apprendre à parler français. Bien, ces programmes-là, quand on les étudie, surtout dans des contextes d'essais randomisés, donc tu sais qu'il y a des gens qui l'ont et des gens qui ne l'ont pas. Fait comme ça, tu peux vraiment faire comme des expériences en laboratoire. Ça a quand même des gros effets. Surprenamment, là, puis je dis ça comme un gars qui est très libertarien, surtout si tu les cibles très bien sur des gens à faible revenu, ça a des effets très positifs, particulièrement sur, pas tant sur les rendements, sur l'expérience, mais puis c'est ça le graphique ici que je montre. Si tu cibles des groupes particulièrement à risque, puis là, on peut penser à des gens dans des quartiers pauvres ou des gens dans des quartiers à proximité d'endroits très criminels. Donc, tu as des sortes de réseaux de criminalité qui peuvent offrir des emplois dans un marché illicite. Bien, si tu crées l'alternative d'un programme emploi-été, il y a des effets significatifs pour certains types de réduction de crimes. Donc, par exemple, il y a une réduction de la criminalité, du nombre d'arrestations pour crimes violents. Il y a un effet sur les crimes liés à la consommation de drogue. Donc, il y a certains effets qu'on peut voir
qui se génèrent dans moins de criminalité, en gros. Et ça compte pour beaucoup. Les gens sous-estiment ça, mais si tu prends ton revenu, il va évoluer avec ton âge, puis ça va monter jusqu'à ce que, mettons, tu aies à peu près 50, 60 ans. Puis après ça, généralement, le revenu des gens se met à planter. Si tu commets un crime et que tu t'en vas en prison, la pénalité que le marché du travail t'impose à cause de ça, toute la courbe descend vers le bas, puis elle s'aplatit en même temps. Donc, ce n'est pas juste un chiffre parallèle où la distance est toujours proportionnellement la même. Le pic est beaucoup plus bas. Donc, les gens ont presque une ligne plate. C'est pas une reprise en V, là, genre la prison, puis ça repart. Exactement. C'est un gros choc négatif permanent. Donc, en enlevant ça, ça a une grosse différence. Puis ça a aussi, by the way, des crimes en jeune âge. Là. Si tu commets un crime à 16, 17, 18, 19 ans, ça a un effet hyper négatif sur les capacités de poursuivre les études, largement parce que le meilleur âge, il faut que tu étudies le plus jeune possible, en gros. Retourner, décider de faire de l'éducation, donc disons que tu veux devenir mathématicien et tu décides de le faire à 65 ans, tu n'auras pas le temps de faire ton rendement. Tu vas mourir avant de faire ça. Fait que l'éducation a comme une sorte de timing. La criminalité détruit ce rendement-là. C'est pour ça que beaucoup de gens parlaient de la nécessité, par exemple, de pouvoir faire une formation en étant en prison. Là. Exactement. Suivre un cours en prison. Là, parce que oui. si tu crois à la réhabilitation, là, je ne parle pas de faire un cours de menuiserie à Rocco Magnotta. Là. On parle de quelqu'un qui... Non, ça, je pense que c'est plus sauvable. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Là. Mais tu sais, il y a des gens là, qui ils commettent des erreurs, puis ils commettent des crimes, puis à 16, 17, 18 ans, se ramassent en prison pour quelques années. Ben, si tu crois à la réhabilitation, ça serait le fun que s'il sort de la prison à 26 ans, il y ait quelques skills qui peuvent y permettre de remonter à la pente. Là, parce que là, la pente est rough à remonter. Là. Mais si tu sors de prison, puis tu es, je sais pas moi, électricien, tu pourrais être fonctionnel, ben Chris, peut-être que ce retard-là que tu as commis, oui, par ta faute, là, mais peut-être que ça va être vraiment moins dans la merde pour la suite. Là. Il y a probablement moins de chances de récidive de criminalité. Ben, c'est exactement ça. Surtout de ne pas aller en prison pour commencer, parce que, en gros, encore une fois, les gens sont rationnels, incluant les gens qui commettent des crimes. Je sais que c'est radical, mais les criminels, il y a une analyse rationnelle de la criminalité qui peut être faite. Si tu décides de participer à des activités criminelles en fonction du coût d'opportunité, de ne pas commettre des activités criminelles, ben si, mettons, le rendement de travailler légalement est plus élevé, ben tu vas commettre moins de crimes. No shit. Ben c'est ça l'idée de ces genres de programmes-là dirigés vers les jeunes, donc l'emploi jeunesse-été. Je l'ai dit ça, puis je me suis entendu faire Mark Carney. Construire Maison Canada. Emploi jeunesse été. Je me suis trouvé. J'ai entendu Mark Carney dans ma tête qui essaie de parler de construire des maisons. Mais la littérature, quand tu la regardes, là, plus haut niveau, parfois ça peut fonctionner, et ça peut fonctionner surtout quand tu cibles les populations les plus vulnérables. Donc, il faut vraiment que ça soit ciblé pour que ça fonctionne. Si tu ne cibles pas, là, ça devient, c'est ça ce qui est à l'écran maintenant, si tu ne cibles pas, ça n'a aucun effet. C'est même parfois contre-productif. Donc, à peu près 1/3 des programmes ont des effets positifs. Par contre, quand tu regardes parmi le tiers qui réussit, c'est presque tous des programmes ciblés, targetés vers les plus jeunes. Puis tous ceux qui échouent, c'est presque tous des programmes qui font juste essayer d'aider tout le monde. Ce qui peut faire du sens, tu ne veux pas donner un emploi d'été à un enfant de riche de Westmount, ça ne va pas avoir d'effet significatif sur quoi que ce soit, étant donné sa condition plus favorable. Donc, c'est un petit peu une autre chose à ajouter. Mais je pense que la chose la plus importante, parce que j'ai tourné autour du pot un peu, c'est l'environnement. Je veux dire, quand j'ai mentionné l'impôt, je l'ai un peu mentionné, mais en gros, la liberté économique, ça compte pour beaucoup dans la décision d'étudier ou non. Puis il y a les travaux de ce gars-là ici, Horst Feldman, que j'aime beaucoup. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé, OK, la liberté économique. J'avais compris Horse. J'étais là, c'est quand même. Horst. C'est quand même un drôle de prénom. Oui, bien écoute, il est à l'université de Bain, en Grande-Bretagne, Bath.
Ouais, Bath, ouais. Je suis déjà allé là-bas. C'est super C'est beau. une ville à visiter absolument. Ah, écoute, s'il y a des gens qui veulent y aller, il y a un ensemble de maisons qui sont en demi-lune et c'est les plus belles maisons que j'ai jamais vues de ma vie. Ouais. Apparemment, Nicolas Cage en avait acheté une là avant d'être en problème avec le fisc. Il y a eu à la vente à rabais, mais ce sont des super belles maisons. Donc, je suis un petit peu jaloux de Nicolas Cage d'avoir une maison là. Mais laissons ça de côté. Horst, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, ben, la liberté économique est particulièrement importante, surtout si tu prends en compte que, dans les indices de liberté économique, tu as le taux d'impôt. Donc, le taux d'impôt est plus bas, les rendements sont plus élevés. Donc, les gens vont faire plus d'investissements dans le capital humain à cause de ça. Et les droits de propriété aussi. Puis ça a l'air un petit peu étrange à dire, mais si tu n'es pas capable de faire fructifier ta propriété, ben, si ton capital humain, par exemple, est associé à ton entreprise, donc tu fais des services de logistique, ben, si tu n'es pas capable de vendre ton entreprise après parce que l'État peut la saisir, ben, tu as détruit la complémentarité, donc tu as réduit aussi les rendements sur l'éducation. Et lui, ce qu'il dit, ben, regardons maintenant, est-ce que la liberté économique prédit le niveau d'investissement en capital humain, puis il s'assure de trouver que c'est pas juste une association, c'est que tu veux tenir compte que peut-être c'est des sociétés avec plus de capital humain ont plus de liberté économique et le capital humain génère la liberté économique. Je pense que la relation va dans l'autre sens. Généralement, il y a beaucoup de gens avec beaucoup de capital humain qui haïssent la liberté économique. Tu les trouves beaucoup proche d'anciens quartiers des Mélasses à Montréal. Ouais. Je dis ça de même. Je dis ça de même, je dis rien. Mais lui, il trouve que, puis il y a une image ici, plus la liberté économique est élevée, plus tu vas trouver des taux d'inscription aux écoles qui sont particulièrement élevés. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que il y a une des choses qu'il a regardé, que moi j'ai aimé énormément, c'est qu'il a trouvé une enquête que j'utilise pas souvent, mais que je connais par le fait que tout le monde l'utilise. Ça s'appelle le World Value Survey. Puis dans le World Value Survey, il y a une question sur comment est-ce que les gens valorisent l'éducation. Donc, est-ce que tu trouves que l'éducation, c'est important? Ben, dans les sociétés qui ont des niveaux de liberté économique plus élevés, il y a une valorisation sociale de l'éducation qui n'est pas présente dans les sociétés moins libres économiquement. Donc, il y a un gros effet. Puis, ultimement, plus tard, il y en a même fait une que, ça, c'est la meilleure de toute la gang. Il a regardé si la liberté économique est associée à ben, une meilleure performance une fois que tu es à l'école. Donc, est-ce que la qualité de l'éducation augmente en soi? Puis, qu'est-ce qu'il trouve? Tu prends les scores dans les enquêtes PISA, en gros. Ouais. Ben, plus tu es libre, plus les scores sont élevés. Les sociétés économiquement libres font mieux dans les écoles parce que tu as le mécanisme que tu as augmenté les rendements sur l'éducation. Les gens ont augmenté la valorisation sociale de l'éducation. Donc, dans les écoles, tu as une pression sociale qui vient des parents pour que la qualité de l'éducation soit élevée. Et tu as une pression que le politique, si c'est public, ou le marché va fournir si tu as du libre choix scolaire. Donc, que l'offre aussi se discipline. Donc, tu as un marché qui génère des meilleures qualités. Et là, tu vois des scores beaucoup plus élevés dans ces cas-ci, grâce à ce mécanisme qui part de la liberté économique, qui va ultimement à la qualité de l'éducation. Puis, juste pour... ça va pas mal conclure le pitch que je veux faire. Il y en a un autre, c'est pas le même gars, mais c'est trois autres personnes, dont deux de la Banque mondiale. Ils ont regardé le rendement sur l'éducation. Donc là, ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, ben, si, mettons, ton éducation augmente de 7% ton revenu par année face à ne pas aller à l'école. Donc ça, ce 7%-là, ça veut dire que si moi, j'étais à l'université, je fais 7% de plus que mon comparable qui n'a pas été à l'université. Okay? C'est ça, le 7%. Bien, eux, ce qu'ils trouvent, c'est que tu prends ce chiffre-là, puis si tu es dans un endroit plus économiquement libre, de juste un point de plus, ben ça va augmenter ce rendement-là de 10%. Donc, c'est ça le premier, 11% ici. Ben, ça veut dire qu'au lieu d'être 7%, c'est 7,7%. Ben, c'est beaucoup, ça. Ça veut dire c'est une grosse différence. Là, sur une vie, là, ce 0,7%-là, c'est un big, big deal.
C'est plus particulièrement gros chez les femmes. Donc, il y a un plus gros effet chez les femmes. C'est plus gros dans les villes. C'est pas important dans les régions rurales, mais dans les villes, c'est gigantesque comme effet. Donc, tu as un gros boost qui est donné au taux de rendement. Puis ça, j'ai dit, c'était juste 1 point de plus sur les indices de liberté économique. Les indices de liberté économique vont de 0 à 10. Fait que, tu sais, si t'es genre le Canada, mettons, on va prendre la France. La France est à peu près à 7, le Canada est à 8,5. Ben, 1,5 fois le 11 tu as à peu près 15 de plus, ce qui veut dire que le rendement sur l'éducation au Canada, toutes choses étant égales par ailleurs, par le fait que le Canada est plus économiquement libre, donne un rendement supérieur d'à peu près, mettons, 8 au lieu de 7. C'est un vraiment big deal. Puis ça devrait mettre en perspective pourquoi est-ce que les jeunes auraient un taux d'emploi X ou Y. Bien, dans les sociétés plus libres, ce que tu devrais trouver, c'est que le taux d'emploi chez les 15 à 24 ans, taux d'emploi à temps plein va être très bas. OK. Mais le taux d'emploi à temps partiel va peut-être être un petit peu plus élevé. Mais tu vas avoir des revenus beaucoup plus élevés une fois qu'ils entrent dans le marché du travail. Et si tu changes ça, tu vas avoir des trucs qui pourraient être étranges qui apparaissent. Donc, si tu augmentes le salaire minimum, tu vas pouvoir dire, regarde, le taux d'emploi chez les jeunes a peut-être augmenté un peu ou n'a pas eu d'effet parce qu'ils ont shifté d'une place à l'autre. Mais l'effet est que dans le long terme, tu as eu, voyons, des revenus plus bas lorsqu'ils arrivent à des âges plus élevés ou d'autres effets secondaires. Donc, c'est un peu, ça fait un peu un mess à comprendre. Ouais. Mais dans l'ensemble, tu as pas mal tous les ingrédients pour distinguer les différents aspects de la littérature. En gros, ça explique pas mal ce que je viens de dire. Ça explique pas mal la bonne manière de penser au taux d'emploi chez les jeunes. Ben, écoute, je pense que ça a permis d'aborder ce sujet-là puis d'amener pas mal d'autres trucs. Peut-être en terminant sur ce qu'on parlait un peu tantôt par les prisons. Là. Ça se fait là, notamment au Québec, là, dans nos pénitenciers. Là. Donc, on dit que le travail rémunéré permet à la personne incarcérée d'amasser de l'argent en lui assurant un certain filet de sécurité. Exemple de travail rémunéré d'un service de buanderie, couture, fabrication de matelas, menuiserie, ferblanterie, entretien ménager, entretien paysager, déneigement, ensachage, emballage, manutention, petite réparation. Et là, on dit il y a possibilité pour améliorer ses chances de réintégrer la société et de trouver un emploi. La personne peut suivre des différentes formations pendant sa détention, d'alphabétisation, de cours de niveau présecondaire et secondaire, cours d'intégration socio-professionnelle et cours d'intégration sociale. Fait que, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais mettons dans le fond que tu n'as jamais fini ton secondaire, puis tout, ben, de ce que je comprends, tu pourrais le finir en prison. Là. Exactement. Ben, c'est le cas aussi. On ne souhaite pas ça, là, mais je pense que c'est quand même vraiment mieux que rien. Oui, ben, tu as ça aussi aux États-Unis, mais c'est vraiment la littérature sur la pénalité après la prison est vraiment déprimante à regarder. En fait, c'est il n'y a pas beaucoup de gens qui ont essayé de connecter les différents aspects ensemble, mais la pénalité qui vient de ça, avec le fait que l'incarcération aux États-Unis a augmenté depuis les années 70, surtout avec j'ai envie de dire il y a un acte qui a été passé en 1983 qui est vraiment un big deal. Et l'effet que ça a après, c'est qu'une fois qu'ils sont retournés dans la population, tu as une portion significative de la population qui est en dessous de son vrai potentiel réel. Ça n'avait pas été exposé au système juridique. Puis tu vas avoir des gens qui vont dire, regarde, c'est juste 1% de la population, mais c'est pas 1% de la population. Ce que tu as besoin de voir, c'est tous les gens c'est 1% de la population maintenant qui est en prison actuellement. Ouais, mais le pourcentage de la population qui est exposée ou qui a un passé judiciaire se rapproche de 7%. Donc, à n'importe quel moment dans la population, tu as des gens qui sont en contact avec les services de prohibition ou pas de prohibition, de probation. Prohibition. Une autre affaire. Une autre affaire. Mais qui ont des contacts à un certain niveau, tu prends tout ensemble, tu te rapproches de 7%, puis là, ça devient un big deal
parce que tu as une portion quand même significative de la population qui a grossi à travers le temps, qui, elle, souffre d'une pénalité très négative. C'est pour ça que moi, je dis que, par exemple, aux États-Unis, un des gros problèmes qui explique les inégalités, c'est la guerre contre la drogue. Elle a beaucoup contribué aux inégalités. Écoute, on aura sûrement l'occasion de revenir à ça, puisque les prisons, on en avait déjà parlé dans le cadre de choses qui ont été libéralisées, mais que dans certains cas, c'est crissement pas un exemple de réussite pour toutes les raisons qu'on avait mentionnées, mais peut-être on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres podcasts. Fait que merci tout le monde d'avoir été là et rejoignez le Patreon si vous voulez avoir tous les épisodes en primeur et également pouvoir poser vos questions lors des Q&A ou nous envoyer des questions comme l'auditrice le fait. Puis de temps en temps, ça donne un sujet de podcast. Sur ce, on se reparle très bientôt.